Bonjour à tous. Donc nous allons commencer cette journée du département sur le thème de la singularité dans la clinique. Et je vais, pour commencer, passer la parole à Arnaud Regnault, qui est donc vice-président de l'Université Paris 8. Recherche. Vice-président recherche. Parce qu'il y a plusieurs vice-présidents. Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, j'aimerais remercier les organisatrices et organisateurs de cette belle journée de m'avoir invité à l'ouvrir. C'est un véritable honneur pour moi que d'être parmi vous, certes pour peu de temps, parce que malheureusement j'ai un tunnel de réunion qui m'attend. Je ne vais pas pouvoir écouter ce qui m'aurait beaucoup intéressé et bien plus que des tâches administratives assez peu passionnantes. Alors, j'aimerais ouvrir ma réflexion en effectuant un pas de côté, n'étant pas spécialiste, et bien qu'ayant été l'élève de Sophie-Marie Malval il y a bien longtemps. 30 ans ? Oui, à peu près 35 ans. 35 ans. C'était sur Alice au Pays des Merveilles. C'était la première initiation à Lacan. Bien, donc j'aimerais ouvrir ma réflexion en effectuant un pas de côté afin d'aborder la question de la singularité dans la clinique à partir de son dehors. Ou peut-être même de ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet, mais justement l'interroge depuis cette position d'extériorité. Et j'espère que vous m'autoriserez donc ce détour. Je partirai de cette citation du transhumaniste Ray Kurzweil, qui résonne encore dans la culture contemporaine de manière assez assourdissante. La singularité est proche. Qu'entend-il donc par cela ? Il s'agit du titre d'un ouvrage paru en 2005, intitulé « The Singularity is Near when Humans Transcend Biology », donc la singularité est proche quand les humains transcendent la biologie. Livre dans lequel il évoque un moment hypothétique, situé dans un futur relativement proche, où l'intelligence artificielle surpassera l'intelligence humaine, où la fusion entre l'humain et la machine deviendra dès lors possible, reconfigurant de manière radicale la condition humaine. Or, une telle vision, qui célèbre le triomphe d'une logique rationnelle, grâce à l'optimisation des capacités humaines, autant de termes hautement problématiques, forte d'une croyance naïve en l'infaillibilité de la machine, qui signe le retour à une métaphysique où Dieu le Père n'est pas très loin, néglige, voire efface la dimension propre au sujet. En outre, on peut craindre que le fantasme d'immortalité qui se dessine en filigrane derrière cette fusion de l'homme avec la machine, dans une quête d'auto-perpétuation, ne soit que le revers de la fin que représenterait pour le sujet l'impensable transparence d'une pure présence de soi à soi. Quelle place pour le manque duquel se nourrit le désir ? En d'autres termes, la singularité, selon Kurzweil, revient à effacer la division fondamentale constitutive du sujet, précisément là où la différence donne la parole à ce qui ne s'entend pas. Il n'y aurait donc plus rien à dire ? C'est pourquoi j'aimerais poursuivre en abordant la question du rapport de la machine au langage et interroger les projections anthropomorphiques dont la machine fait l'objet, et partant, les analogies qui s'opèrent entre espace latent et inconscient humain. Donc, il faut que je définisse ce qu'est l'espace latent. Donc, c'est un espace multidimensionnel où les caractéristiques abstraites des données sont transformées en vecteurs qui se prêtent à des opérations mathématiques, grâce auxquelles la machine peut établir des relations complexes entre les données. Il s'agit d'un espace non observable qui sous-tend les opérations de la machine, qui reflète certes les biais de notre culture, mais n'est pas traversé en tant que tel par des processus psychiques ou des affects. Aussi, loin de témoigner d'un inconscient machinique qui laisserait entrevoir la possibilité d'une singularité, les hallucinations machiniques, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, vraiment, c'est pas une métaphore que j'invente, que l'on compare parfois à des pareidolie, montre-t-elle à quel point les systèmes sont aliénés aux structures statistiques qui gouvernent leurs apprentissages et leur production probabiliste, on ne peut plus normer. Les sorties inattendues ou incohérentes de la machine n'ont rien à voir avec un lapsus et révèlent au contraire une incapacité à dépasser les cadres imposés par l'espace latent tout en offrant des interprétations singulières de ce corpus. Mais revenons sur la question de cette langue sans demeure, pour reprendre et détourner le propos de Marc Crépon, qui s'inspire du monolinguisme de l'autre de Derrida. Derrida pose l'antinomie suivante qui relève d'un double bind. Je cite « Je n'ai qu'une langue, et en même temps, de façon singulière et exemplaire, cette langue ne m'appartient pas. Une langue, ça n'appartient pas. » Fin de citation.
En d'autres termes, j'adviens dans une langue qui m'est imposée et qui dès lors n'est pas la mienne, et pourtant, je m'adresse aussi à vous dans un idiome singulier qui m'est propre. Car une langue, ça s'inscrit aussi et surtout dans des mécanismes d'imposition d'une norme hégémonique, à savoir la langue qu'il convient de maîtriser pour pouvoir s'entendre soi-même comme un autre, se faire entendre soi-même et entendre les autres, mais aussi pouvoir faire sens de sa propre expérience du monde. Le pendant d'une telle forme de domination linguistique, c'est bien entendu l'effacement de celles et ceux qui n'ont pas ou plus voix au chapitre. Or, à partir de ce que l'on pourrait qualifier comme un point de vue de nulle part, l'intelligence artificielle, et sans doute aussi un certain nombre de technologies, instaure une nouvelle forme de domination anonyme et normative, exercée par une entité impersonnelle, non humaine, invisible, dans une langue inhabitée, et dont la responsabilité éthique envers l'autre, dans toute sa singularité, ne peut plus être invoquée. Pour conclure, j'aimerais vous dire ceci. La voix d'une langue ne peut qu'être érotisée, sans quoi c'est la machine qui parle à notre place. C'est là que se situe la singularité de la langue, un style propre au désir, pour ainsi dire. Et je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud pour ton introduction qui nous plonge vraiment au cœur du sujet. Moi juste quelques mots d'accueil pour cette journée du département. Donc, vous savez que c'est un temps fort de notre travail annuel, un temps fort en particulier cette année puisque c'est le cinquantenaire du département. Alors cinquantenaire, on ne sait pas très bien puisque le département, en fait, la psychanalyse est entrée à Vincennes en 1969. Mais il semblerait qu'en 1974, ce soit la création à proprement parler du département de psychanalyse. Un temps donc que nous souhaitions marquer sans le marquer non plus trop fortement parce que nous ne souhaitons pas que ce soit un enterrement, mais plutôt qu'on poursuive. Nous sommes dans un temps aussi de grandes difficultés, à la fois d'expansion du département, pour son travail, la richesse de sa recherche, mais aussi à un moment difficile du point de vue des postes. Et nous espérons un soutien fort de nos instances de façon à ce que le département puisse perdurer. Voilà, on a une réunion demain avec vous pour discuter de tout ça. On espère que ça va être un moment de poursuite. C'est aussi un moment de transition puisque je prends ma retraite au 1er avril, que j'ai passé la main à Aurélie pour la direction du département qui va vous dire 2 mots et que Clotilde Le Guil prendra la suite au 1er janvier pour la direction de l'équipe de recherche. Bon. Je passe la parole au micro. Alors justement, je souhaitais profiter de ce moment pour remercier publiquement Sophie-Marie Malval pour les énormes travaux qu'elle a accomplis ces 9 dernières années à la tête du département, depuis qu'elle en avait repris la direction. Travaux tellement herculéens qu'on va s'y mettre à 2 pour prendre sa suite, avec Clotilde Le Guil. En 9 ans, elle a survécu quand même à 2 évaluations HCRS, 3 évaluations HCRS, qu'elle a brillamment, surmontée, puisque en tout cas, on espère pour la dernière, les résultats devraient être positifs pour le département. Et elle, donc Sophie, tu ne savais pas que j'allais faire ça, mais je voulais un peu quand même indiquer un certain nombre de choses que tu as fait au département pour, solidifier son rayonnement et son poids à l'université, donc que ce soit de créer différents cursus, puisqu'il y a eu le cursus année préparatoire au doctorat, cycle clinique psychanalytique, rien que cette année, les EC libres qui s'adressent à tous les étudiants de licence pour une introduction à la psychanalyse. Donc tout ça a accru le nombre de nos étudiants ces dernières années. Tu as renforcé aussi
l'aspect pluridisciplinaire du département, les partenariats internationaux. Il y a la collection des pulls, arguments analytiques, enfin tout ça. Alors bien sûr, tu ne l'as pas fait seul parce qu'il y a aussi l'équipe, mais tu as été tu as su en tout cas causer, et nous accompagner dans une mise en mouvement. Et donc moi, ce que je retiens, c'est que et j'espère m'inspirer de ça pour la suite, c'est que tu as toujours su à la fois répondre aux exigences et aux attendus qui sont ceux aujourd'hui d'une formation universitaire et qui sont quand même de plus en plus exigeants, voire férocement surmoïques, et en même temps sans jamais trahir l'orientation qui a toujours été celle du département de psychanalyse, et en sachant à la fois parler la langue de l'autre, mais maintenir l'esprit qui est celui du département depuis sa création. Et alors ça m'a fait penser à ce que dit Lacan dans son texte « Lacan pour Vincennes » en 1978, où il parle d'une antipathie des discours, l'universitaire et le psychanalytique. Donc j'ai trouvé que ce mot « antipathie », justement, c'est ce dont il va être question aujourd'hui, une certaine antipathie entre l'universel et la singularité dont se préoccupe le discours analytique. Et Lacan se demande, est-ce qu'à Vincennes, enfin au département de psychanalyse, cette antipathie a été surmontée? Et il dit sûrement pas, mais en tout cas, elle y est exploitée. Et donc voilà, je pense qu'on peut rendre hommage à Sophie Marais d'avoir su exploiter cette antipathie de discours. Le cas puisque Sophie a obtenu son éméritat, donc elle restera très impliquée évidemment aussi bien côté enseignement que recherche dans les activités du département. Voilà, merci. Moi, je passe la parole à Damien. Bien. Alors, donc, nous avons proposé avec mes deux collègues comme thème pour cette journée d'études, celui de la singularité. Alors, on pourrait dire que c'est assez audacieux, car ce terme n'apparaît presque pas dans l'enseignement de Lacan. Les occurrences sont rares. Et pourtant, paradoxe, nous l'utilisons beaucoup dans notre clinique. Nous répétons sans cesse qu'il faut viser la singularité du sujet. Le temps est venu, donc, de préciser ce que nous entendons par singularité lorsque nous disons cela. La singularité dans la clinique doit pouvoir être définie clairement et distinctement. Bien sûr, un autre terme nous vient lorsque nous évoquons la singularité, celui de singulier. Il n'est pas non plus très utilisé par Lacan. Par contre, les références ne manquent pas pour attraper, pour nommer le plus singulier du sujet, du par-l'être, du corps parlant. Je propose de les recenser très rapidement. À prendre pour référence le sujet barré, deux mathèmes peuvent être évoqués, celui du S1 et celui de l'objet petit a, pour rendre compte, respectivement, de l'identification et du fantasme. En effet, à chacun son ou ses signifiants maîtres identificatoires, et à chacun son propre fantasme fondamental. Dans les deux cas, disons qu'il est question, pour le sujet, de la vérité de son être, qu'il semble pouvoir attraper à travers un S1 ou un objet particularisé, logé dans un scénario, une phrase. Je parle d'identification, de fantasme, et je pourrais rajouter à la liste le symptôme, voire même évoquer une simple petite formation de l'inconscient, comme un lapsus. À travers ce dernier, où un mot vient à la place d'un autre, quelque chose de la vérité du désir du sujet s'énonce.
une vérité intime, normalement censurée, inavouable. Haute formation de l'inconscient, le rêve. À chacun ses propres rêves. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun analysant de raconter sur le divan le rêve de quelqu'un d'autre. Par ailleurs, on constate que certains analysants ne consentent à évoquer leur rêve qu'après un certain temps, lorsque le transfert est bien établi, considérant qu'il recèle quelque chose de privé, d'intime, de précieux. Et nous savons enfin, depuis Freud, qu'un simple détail du rêve peut nous révéler la vérité de la névrose du sujet en question, ce que l'hypothèse structuraliste confirme. Revenons sur le fantasme, avec son objet, et l'identification, qui convoque le S1, en examinant de près ces deux éléments inconscients qui viennent en quelque sorte compléter le sujet. Cet objet-A, Lacan pourra l'approcher, entre autres, à travers le terme d'extimité, création langagière que nous trouvons dans le séminaire 7, et qui en quelque sorte renvoie à cette dimension de la singularité. Ce terme énonce donc ce qui nous est le plus intime est aussi ce qui nous est le plus étranger. Lacan parle d'extériorité intime dans le séminaire 7. Donc, l'objet petit a et le S1. Ce S1, Lacan pourra l'approcher à partir de ce qu'il nomme différence absolue. Que vise le désir de l'analyste? Je le cite. C'est un désir d'obtenir la différence absolue, celle qui intervient quand, confronté au signifiant primordial, donc S1, le sujet vient pour la première fois en position de s'y assujettir. Donc le repérer, le produire, ce S1, c'est en quelque sorte viser et dégager cette différence absolue qui renvoie, là encore, à cette dimension de la singularité. Dans son texte « Biologie lacanienne et événements de corps », Jacques Alamiller dégage un versant du S1 qui nous intéresse particulièrement. Il s'agit du passage où il évoque le concept de seconde mort chez Lacan, qui doit être complété d'ailleurs donc de celui de seconde vie. Je passe. La seconde mort renvoie à la mort signifiante, ce qu'écrit S. Barré, le sujet comme mort-né, si on veut. Cela renvoie donc à sa face disparition, la disparition signifiante. Mais il y en a une seconde, que l'on retrouve à travers ce qui serait le signifiant du sujet de la seconde mort. Une modalité de S1, donc, que Jacques Alamiller nomme l'unique. L'unique, dit-il, c'est ce que le signifiant convertit de l'être pour en faire un 1 absolu. C'est une version du signifiant qui, je le cite, accomplit une éternisation du sujet dans son unicité. Il n'y a pas qu'effacement, mort, disparition. Il y a aussi ce que le sujet, je le cite de nouveau, conserve d'ineffaçable. La sépulture vient en quelque sorte le matérialiser. Le 1 de l'unique, comme signifiant détaché, l'existence signifiante de l'un, voilà une autre manière d'approcher la singularité du sujet. C'est d'ailleurs une modalité qu'abordera un peu Sophie Marie Malval tout à l'heure. Il y a encore un autre terme que nous pouvons convoquer pour approcher cette singularité, celui de la langue, en un seul mot, propre à chacun, constitué à partir de l'autre, avec un grand A, des signifiants qui viennent de l'autre, bien sûr, que le tout petit investit. La jouissance, donc, est en jeu. Il investit d'une manière singulière. Et cela vaut, bien sûr, pour tout par l'être,
quelle que soit la structure à venir. Cette de la langue devra ensuite se normaliser par la grammaire, la règle, le sens, bref, par le discours du maître. Le dernier terme que Lacan propose pour approcher la singularité, et qui lui aussi s'émancipe de toute référence à la structure, c'est bien sûr celui de symptôme. Je ne développe pas, ce sera abordé par Marie-Hélène Brousse et par Anne Colombel-Pouzenec. Finalement, nous dirons avec Lacan que le registre qui permet le mieux d'approcher cette dimension de la singularité est celui du réel. C'est ce registre qui oriente une analyse qui conduit à de singuliers effets, comme nous dit Freud dans son livre sur l'analyse profane. Ainsi pourra s'extraire le point d'incomparable du sujet, là où il est une exception, à nul autre pareil. Voilà donc un certain nombre de termes, de concepts que nous allons aborder, mettre au travail aujourd'hui. Merci. Un effet de singularité. Cette journée est consacrée à ce que nous savons faire, comme l'a formulé Jacques-Alain Miller. Car si la singularité n'est pas l'apanage du seul discours analytique, la psychanalyse a toujours eu comme objet ce que Lacan a nommé, Damien vient de le rappeler, la différence absolue. Cela étant, la singularité s'appréhende autrement depuis le symptôme, et l'accent mis par Lacan sur le réel, moment où il fait passer au second plan la psychanalyse du sens et de la croyance au vrai. L'on mesure alors que pour la psychanalyse, la définition de la singularité est consubstantielle à celle de l'inconscient. Celle-ci a évolué tout au long de l'enseignement de Lacan. Jacques-Alain Miller en a retracé les périodes de l'inconscient imaginaire à l'inconscient symbolique pour à la fin établir que l'inconscient est réel. En quoi ce changement épistémologique a-t-il des incidences sur la clinique de la singularité mise à l'épreuve lors de notre journée ? Dans son cours, le tout dernier enseignement, Jacques-Alain Miller propose de distinguer le réel et l'inconscient, précisant alors que le symptôme est réel. C'est le noyau palpitant, dit-il. L'un auquel s'ajoute, je le cite, la garniture, la personnalité, que l'on peut rapporter, me semble-t-il, à l'inconscient teinté des signifiants de l'autre. L'inconscient comme discours de l'autre. En ce sens, on peut dire que l'inconscient est second, il est une généralité, ce sont les mots de Jacques-Alain Miller, alors que le symptôme est antérieur, il fonde comme un absolu la radicale singularité du par-l'être. À ce niveau, comme un de l'existence, le symptôme est le corps vivant sur lequel s'établissent le sens et les significations qui habillent l'être. Mais Lacan propose également une autre conception du symptôme, issue de la topologie borroméenne apparue dès le séminaire 20 et poursuivie par la suite. Comme catégorie clinique, le symptôme relève à la fois de l'inconscient dans sa dimension réelle, mais aussi de ce dont on est empêtré et de la dimension créatrice du par-l'être qui, toute sa vie durant, invente ce qui permet de maintenir noués les registres de la réalité psychique que sont le réel, le symbolique et l'imaginaire. Dans cette perspective, la logique subjective tend à faire symptôme.
Ce symptôme-là rejoint l'un de l'existence via l'action du fantasme et l'action du symptôme, de sorte à suppléer au rapport sexuel qu'il n'y a pas. Cette fois, commune à tous, met en évidence l'égalité clinique entre les par-l'être, de même qu'elle va dans le sens de la dépathologisation de la clinique contemporaine. Le nœud du symptôme est unique, mais organise l'activité psychique de chaque par-l'être et les relations à ce qui l'entoure. La clinique de la singularité concerne donc le nouage des registres, tel qu'il permet à chacun de supporter le réel de la vie. Si, comme l'indique Jacques-Alain Miller, le réel n'attend rien de la parole, l'acte analytique ne consiste-t-il pas, par épissure et suture, et en soutenant certains éléments ou phénomènes, à obtenir un effet de singularité sur lequel repose le nouage symptomatique? Ce qui nous singularise, c'est ce à quoi nous tenons le plus, ce à quoi nous ne renonçons jamais et qui cherche impérativement à se loger dans l'autre. De ce point de vue, il me semble qu'on peut dire que la singularité, c'est le dogmatisme de chacun. La singularité, c'est ce que chacun s'obstine à faire reconnaître et qui existe au sens. Dans tous les cas, que ce soit lorsqu'il opère en direction de l'inconscient réel, ou qu'il opère en vue d'un effet de sublimation de ce qui ne passe pas naturellement dans la parole, l'analyste, comme l'artiste, se tient au plus près du réel singulier. Le singulier n'est pas proprement parlé un concept dans la clinique. Avec le singulier, nous poussons les concepts dans ces derniers retranchements. Comment donc amener cette dimension du singulier dans la clinique psychanalytique? La clinique est fondée sur des classes diagnostiques qui permettent aux praticiens de repérer une logique et de s'orienter de celle-ci. À ces niveaux-là, il s'agit plutôt de ce qui est commun, de ce qui est partagé avec d'autres, alors que le singulier est justement hors de ce qui est commun, l'indique Jacques-Alain Miller. Dans son dernier enseignement, Lacan nous ouvre pourtant une autre voie dans la clinique, celle que Jacques-Alain Miller appelle l'orientation vers le singulier. S'orienter vers le singulier implique une suspension du savoir préalablement recueilli afin de cerner ce que la séance comporte d'inédit et d'irréproductible. Il s'agit là de pouvoir accueillir l'émergence du singulier et de restituer à la séance l'aspect d'événement. Car la rencontre et l'événement précèdent les savoirs qui peut ensuite se déposer en termes de mémoire. Le singulier existe à la clinique tout en étant son noyau, ce qui permet d'envisager le thème de cette journée sous la forme d'une bande de Möbius, dans une topologie où intérieur et extérieur ne sont pas distingués par une frontière. Cette dernière appartenant plutôt
au domaine de l'universel et du concept. La singularité dans la clinique relèverait donc d'une topologie autre, plus affine à l'acte psychanalytique. Cette topologie convoque la dimension de la maître, car elle permet de nouer deux registres n'ayant entre eux rien en commun. D'une part, nous avons les catégories relevant du semblant, et d'autre part, nous avons le réel comme ce qui existe au semblant. Or, Lacan incite à ne pas s'arrêter sur les constats du non-rapport entre ces deux registres. Il incite à la production des signifiants nouveaux au lieu même du non-rapport, et à la production d'un savoir qui tiendrait compte de cet écart irréductible entre semblant et réel, entre universel et singulier. La clinique ne dépose donc pas ses armes devant les singuliers. Le clinicien essaye au contraire d'appréhender ce dernier par un acte où ce qui se lit, L-I-T, est aussi ce qui se lit, L-I-E. C'est ce pari-là que nous essayerons de relever aujourd'hui lors de cette journée d'études que j'espère singulière pour chacun d'entre nous.